Une épouse noire avait été rejetée à cause de sa couleur, jusqu'à ce que tout change lorsqu'un fermier millionnaire la considéra comme son épouse idéale. Toi, tu es Amara Wilson. L'homme blanc avait dégluti difficilement, son visage avait pâli comme s'il avait vu un fantôme en plein jour. Cela ne va pas marcher. Vous ne m'aviez pas mentionné que vous étiez noir. Amara avait terminé la phrase qu'Harold Pierce n'avait pas pu se résoudre à dire, le cœur serré alors qu'elle se tenait sur le quai de la gare. Le chapeau délicat qu'elle avait acheté spécialement pour ce moment paraissait, désormais ridicule au milieu de cette humiliation. 3 semaines de voyage, 6 mois de lettres passionnées, une malle pleine d'espoir et la promesse d'un nouveau départ loin de la discrimination de la grande ville. Tout cela s'était effondré en quelques secondes, dès qu'Harold avait posé les yeux sur elle. Dans tes lettres, tu écrivais si bien. J'avais imaginé. Avait-il balbutié en reculant d'un pas, le bouquet de fleurs se fanant dans sa main moite. Tu n'aurais pas pu me prévenir. Amara avait pris une profonde inspiration, rassemblant toute la dignité qui lui restait. Te dire quoi exactement? Que ma peau est aussi sombre que la nuit, mais que mes sentiments sont aussi réels que les tiens. Tu n'as jamais demandé. Harold avait regardé nerveusement autour de lui, conscient des regards curieux des passants et des employés de la gare. Dans la petite ville de Riverbrook, une femme noire bien habillée attirait déjà l'attention. Une femme noire rejetée publiquement par un homme blanc devenait un spectacle irrésistible. Il faut que tu comprennes ma position. La communauté d'ici, c'est mon affaire, avait-il murmuré en reculant encore. Je peux payer ton billet de retour. Tu as l'air cultivé, je suis sûr que tu comprendras. Amara avait senti un frisson lui parcourir l'échine, non de tristesse, mais d'une colère maîtrisée qui bouillonnait en silence. Dans ses lettres, Harold avait parlé d'un cœur solitaire, celui d'un veuf de 45 ans aspirant à la compagnie, à la compréhension et à une nouvelle chance d'aimer. À aucun moment, il n'avait évoqué que ce cœur avait une préférence de couleur. J'ai dépensé toutes mes économies pour venir ici, avait-elle dit d'une voix ferme malgré son tremblement intérieur. Je n'ai nulle part où retourner. Harold avait fouillé dans sa poche, en avait sorti quelques billets froissés. Cela devrait couvrir quelques nuits quelque part, le temps que tu trouves une solution. C'est alors qu'une voix grave avait traversé l'air tendu comme un éclair en plein ciel. C'est ta solution, Pierce? Jeter de l'argent sur le problème et espérer qu'il disparaisse comme toujours? Un homme de grande taille était apparu derrière Harold, les yeux perçants fixés sur le marchand, qui semblait soudain rapetissé. Il portait des vêtements simples mais visiblement coûteux, le genre de simplicité que seuls les vrais riches peuvent se permettre. Son visage hâlé trahissait une vie passée au grand air, mais sa posture dégageait une autorité incontestable. « Cela ne te regarde pas », avait rétorqué Harold, bien que sa voix trahît son incertitude. « C'est inquiétant de voir un homme que je connais depuis 15 ans se comporter comme un lâche. » L'homme nommé Maxwell s'était tourné vers Amara, son regard s'étant adouci. « Mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Alexander Maxwell. J'ai une propriété juste à l'extérieur de la ville. » Amara avait hoché la tête avec raideur, méfiante. Elle savait, par expérience, que la gentillesse des inconnus cachait souvent un prix. « Si vous me le permettez, » avait poursuivi Alexander, « je vous propose de loger chez moi jusqu'à ce que vous décidiez de votre prochaine étape. Nous avons des chambres d'amis rarement utilisées, et ma gouvernante serait ravie d'avoir de la compagnie. » Harold s'était étranglé visiblement à cette idée. « Maxwell, tu n'es pas sérieux. Que diront les gens ?» Alexander avait souri, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Les mêmes personnes qui font affaire avec moi tous les jours. Les mêmes qui dépendent de mes terres pour leur subsistance. Je suis curieux d'entendre ce qu'ils diraient. » Harold avait encore pâli, comprenant le message implicite. Alexander Maxwell n'était pas qu'un fermier, il possédait la moitié des terres productives de la région. Ce que personne ne pouvait deviner à ce moment-là, c'est qu'Amara, hésitant entre fierté blessée et nécessité pratique, portait avec elle non seulement une malle pleine de vêtements, mais aussi un secret qui allait bouleverser à jamais l'équilibre du pouvoir dans cette petite communauté. Un secret qui ferait amèrement regretter à Harold Pierce le jour où il avait cru que la couleur de peau déterminait la valeur d'une personne. Le domaine Maxwell n'avait pas été qu'une simple ferme en périphérie, comme son propriétaire l'avait modestement décrit. C'était un majestueux manoir victorien, entouré d'hectares de plantations florissantes et de pâturages luxuriants où paissaient paisiblement des chevaux pur sang. Alors que la voiture d'Alexander franchissait les grilles ornées, Amara s'était sentie à la fois impressionnée et méfiante. Les gens dans cet endroit n'étaient pas habitués aux différences, avait expliqué Alexandre en désignant la maison principale. Riverbrook avait été fondée par des familles traditionnelles, restées commodément coincées dans le passé. Harold Pierce n'en était qu'un symptôme.
La gouvernante, Madame Foster, une femme d'âge moyen aux yeux doux et à la posture droite, avait accueilli Amara avec une courtoisie irréprochable. Si sa surprise s'était manifestée face à la présence d'une invitée noire, elle n'en avait rien laissé paraître. « J'ai préparé la chambre bleue, celle qui offre la meilleure vue sur le jardin », avait-elle dit en conduisant Amara à travers des couloirs décorés de tableaux et d'antiquités précieuses. Au dîner de ce soir-là, servi dans la vaste salle à manger, Alexander avait partagé son histoire. Fils d'un banquier du Nord et d'une enseignante engagée dans les causes abolitionnistes, il avait hérité non seulement d'une fortune, mais aussi de principes solides en matière d'égalité. Lorsqu'il avait déménagé à Riverbrook 15 ans plus tôt, il avait été considéré comme excentrique, trop riche pour être ostracisé, mais trop différent pour être complètement accepté. « Et quelle est votre histoire, mademoiselle Wilson ?» avait-il finalement demandé, après avoir décrit les entreprises qu'il dirigeait. Ces lettres avaient dû impressionner Harold pour qu'il lui adresse une invitation aussi formelle. Amara avait hésité, mais quelque chose dans la manière directe d'Alexander inspirait confiance. Elle avait répondu « J'étais enseignante. J'enseignais la littérature et l'histoire dans une école pour filles de couleur, à Boston. Lorsque l'école avait fermé en raison d'un manque de fonds, elle avait compris qu'elle devait recommencer ailleurs. Ce qu'Amara n'avait pas mentionné, c'était la véritable raison derrière ces lettres. L'héritage inattendu de son grand-père, un homme qui avait passé toute sa vie comme majordome auprès d'une famille riche. Un héritage qui comprenait non seulement des pièces d'or précieusement conservées, mais aussi des documents anciens susceptibles de changer le destin de certaines terres de la région de Riverbrook. Elle avait dissimulé ces documents dans un double fond de sa malle. Dans les jours qui avaient suivi, Alexander lui avait offert quelque chose de rare, un espace pour réfléchir. La bibliothèque du manoir était un véritable trésor de savoir, et elle s'y plongeait, absorbée par des livres sur l'histoire locale, la géographie et les lois de la région. Lorsqu'on lui demandait quels étaient ses centres d'intérêt, elle souriait simplement en disant qu'elle élargissait ses horizons. Une semaine après son arrivée, la nouvelle de sa présence s'était propagée dans toute la petite ville. Les visites au manoir Maxwell avaient soudainement augmenté. Des voisins curieux, des femmes de commerçants, même le révérend local se souvenait soudainement de questions urgentes à poser à Alexander. « Regardez ça », avait murmuré Alexander pendant le thé de l'après-midi, après le départ d'une délégation particulièrement évidente. « Vous êtes devenu l'attraction locale, sans même avoir mis les pieds en ville. » Amara avait souri, amèrement. « J'ai toujours été une attraction, monsieur Maxwell. La seule différence, c'est que maintenant, j'ai une tasse de thé en porcelaine dans la main pendant qu'on me regarde. » C'est au cours de l'une de ses visites qu'Harold Pierce avait finalement trouvé le courage de se présenter. Il était arrivé sans prévenir, le chapeau à la main, le visage masqué par une fausse inquiétude. « Maxwell » avait-il salué nerveusement. « Je suis juste venu voir si Miss Wilson est à l'aise. » « Absolument ravi » avait répondu sèchement Alexander. « Pourquoi ne pas lui demander personnellement ?» Le visage d'Harold s'était relevé alors qu'Amara entrait dans la pièce, vêtue d'une des robes élégantes que Madame Foster avait modifiées pour elle. Plus la femme épuisée et humiliée de la gare, mais une dame qui se déplaçait avec confiance et détermination. « Monsieur Pierce » l'avait-elle salué froidement. « Quelle surprise inattendue, mademoiselle Wilson » avait bafouillé Harold, jouant avec son chapeau entre ses mains. « Je suis venu. Enfin, la communauté se soucie de votre bien-être. »« Comme c'est gentil de leur part à propos de votre situation » avait-elle répliqué. Harold avait jeté un regard vers Alexander. Il n'est pas convenable pour une femme célibataire de rester dans la résidence d'un homme célibataire, surtout si elle est noire. Alexander avait terminé la phrase, sa voix dangereusement douce. « Vas-y, Pierce. Je suis curieux de savoir comment tu comptes finir cette phrase. » Harold avait dégluti difficilement. Le comité de l'église étudie les options pour l'aider à retourner à Boston. Une collecte est en cours d'organisation. Amara avait souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelle générosité! Mais j'ai bien peur que mes plans aient changé. J'ai l'intention de rester à Riverbrook indéfiniment. Les yeux d'Harold s'étaient écarquillés. C'est impossible. Vous ne connaissez personne ici. Vous n'avez pas de travail, pas de famille. J'ai un travail, avait répondu calmement Amara. Monsieur Maxwell m'a aimablement offert le poste de bibliothécaire dans son domaine. Apparemment, des générations de Maxwell ont accumulé des livres sans jamais les organiser correctement. Harold avait regardé Alexander avec un mélange de choc et de colère à peine contenu. « Tu ne peux pas être sérieux. » Alexander avait haussé les épaules. « Je n'ai jamais été aussi sérieux. Mademoiselle Wilson est instruite et compétente. Ma bibliothèque n'a jamais été entre de meilleures mains. » Ce qu'Harold ne réalisait pas,
alors qu'il s'enlisait dans des protestations de plus en plus faibles, c'était la véritable signification de ce poste. La bibliothèque Maxwell ne contenait pas seulement des classiques de la littérature. Elle abritait également des registres fonciers, des documents juridiques et l'histoire complète de la région, y compris des détails que de nombreuses familles traditionnelles auraient préféré garder enfouis. Quand Harold était finalement parti, vaincu et furieux, Alexander l'avait regardé par la fenêtre, le voyant se précipiter à travers le jardin. « Il essaiera de te rendre la vie difficile », avait-il remarqué. « La petite humiliation que tu as infligée à son ego aujourd'hui ne sera pas oubliée. » Amara avait hoché la tête, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Qu'il essaie. Pendant qu'il sera occupé à répandre des rumeurs mesquines, je vais creuser bien plus profond qu'il ne l'aurait jamais imaginé. » Ce qu'Harold Pierce ignorait, ce que personne à Riverbrook ne pouvait deviner, c'était que les heures qu'Amara passait à la bibliothèque avaient un but bien précis. Au milieu de documents jaunis et de registres poussiéreux, elle commençait à reconstituer un puzzle qui allait révéler une vérité dérangeante. Les familles fondatrices traditionnelles de Riverbrook, dont les Pierce, avaient bâti leur fortune sur des terres qui ne leur appartenaient pas de droit. Et tandis que la société locale bruissait de rumeurs concernant la femme de couleur séjournant au manoir Maxwell, Amara préparait discrètement le terrain pour une révélation qui allait bouleverser la communauté jusque dans ses fondations. 2 semaines plus tard, la petite salle de la mairie de Riverbrook était pleine à craquer. Un appel d'urgence avait réuni les familles fondatrices, les commerçants locaux et les agriculteurs de toute la région. Au cœur de l'agitation, Harold Pierce gesticulait, le visage rouge d'indignation. « C'est un scandale. Maxwell défie ouvertement nos traditions en gardant cette femme sur sa propriété. Les familles honnêtes sont préoccupées par les rumeurs de comportements inappropriés. » Alors que des murmures d'approbation parcouraient la pièce, les portes s'étaient ouvertes. Alexander Maxwell était entré calmement, suivi d'Amara Wilson, qui marchait avec la dignité d'une reine. Un silence gênant s'était abattu sur la pièce. « J'apprécie l'invitation », avait dit Alexander, sa voix ferme atteignant tous les coins de la salle. « Bien que je doive corriger un malentendu. Mademoiselle Wilson n'est pas ici en tant qu'invitée, mais en tant que représentante légale d'une affaire qui vous concerne tous profondément. » Harold avait ri nerveusement. « Représentant légal ? Une femme de couleur sans éducation ni autorité ? Maxwell, as-tu complètement perdu la tête ?» Amara avait ouvert méthodiquement sa mallette. « En fait, Monsieur Pierce, en plus d'être une enseignante certifiée, je possède une procuration légale en tant que descendante directe de Joseph Freeman. » Le nom avait frappé comme un éclair dans la salle silencieuse. Les visages les plus âgés avaient visiblement pâli. « Joseph Freeman n'existe pas », avait rétorqué rapidement Harold. « C'est une légende urbaine. » Curieux, avait répondu Amara en sortant des documents jaunis de sa mallette. « Parce que j'ai ici l'acte original, signé par le gouverneur en 1866, accordant à Joseph Freeman, mon arrière-grand-père, un homme affranchi après la guerre civile. Le terrain qui constitue aujourd'hui environ 60% de Riverbrook, y compris votre magasin, Monsieur Pierce. » Le juge Thornton avait ajusté ses lunettes pour examiner les documents qu'Amara présentait maintenant. « Ça a l'air authentique. »« C'est un faux. » avait crié Harold, mais sa voix tremblait. « Les documents justificatifs sont ici. » avait poursuivi Amara, imperturbable. Y compris le récit de la façon dont Joseph Freeman avait été contraint de fuir après des tentatives de lynchage en 1870, et comment les familles fondatrices avaient divisé ces terres entre elles, formant ce qu'elles avaient appelé le Riverbrook Property Committee. Alexander avait alors pris la parole. La bibliothèque Maxwell conservait des copies de tous les registres fonciers de la région. Il était curieux que la session de 1870 à 1872 ait disparu, jusqu'à ce que Mademoiselle Wilson trouve des références croisées dans d'autres documents. Le révérend Miller, un homme âgé, avait baissé la tête. Mon père avait évoqué cette histoire. Il avait dit que c'était un péché profondément enfoui. Nous n'étions pas ici pour punir les descendants pour les péchés de leurs ancêtres. Amara avait déclaré « Je proposais un accord, la création d'une fondation communautaire qui bénéficierait à tous les citoyens de Riverbrook, notamment pour l'éducation et le logement abordable. » Harold Pierce avait ri nerveusement. « C'est absurde. Personne ne croira à cette mascarade. » C'était alors que Jeff, un avocat respecté dans 3 États, était entré dans la salle. Les documents avaient été vérifiés par la Commission des archives historiques de l'État. Ils étaient authentiques et j'étais heureux de vous informer que la plainte avait été officiellement déposée. La salle s'était alors élevée de toutes ses forces. Au milieu de la confusion, Harold s'était jeté furieusement sur Amara. « Tu avais prévu ça depuis le début », avait-il sifflé. « C'est ce que tu cachais dans tes lettres. » Amara était restée calme. « Non,
Monsieur Pierce. Dans les lettres, j'étais juste une femme seule en quête de compagnie. C'est ton rejet immédiat quand tu m'as vue qui m'a fait réaliser quel genre d'homme tu étais vraiment. Le genre d'homme qui aurait jugé mon arrière-grand-père pour la même raison que tu m'as jugé, uniquement à cause de la couleur de notre peau. Tu vas nous ruiner, avait-il murmuré, pâle. Non, avait-elle répondu doucement. J'allais écrire un article sur un tort historique de la manière la plus juste possible pour tous. La différence entre nous, Monsieur Pierce, c'est que j'avais été victime de discrimination toute ma vie, et pourtant je ne souhaitais à personne de perdre sa maison. Pas même à vous. Alors qu'Harold Pierce s'était effondré sur une chaise, vaincu, le conseil municipal s'était retiré pour délibérer sur la proposition d'Amara. Alexander s'était approché d'elle, l'admiration limpide dans le regard. « Vous auriez pu tout exiger », avait-il dit doucement. « Et me faire passer pour ceux qui avaient volé mon arrière-grand-père », avait-elle répondu. La justice n'était pas la vengeance, Alexander. C'était sa restauration. Ce que personne dans cette pièce n'aurait pu imaginer en regardant la femme qu'ils avaient rejetée et sous-estimée, c'était que la véritable transformation de Riverbrook ne faisait que commencer. Le message qui allait résonner dans les couloirs du pouvoir pour les générations à venir ne serait pas celui d'une femme venue pour détruire, mais celui d'une femme qui, même blessée, avait choisi de reconstruire avec dignité et vision. Et tandis qu'Harold Pierce affrontait la ruine de sa réputation, Amara Wilson et Alexander Maxwell avaient échangé un regard qui contenait des promesses bien au-delà de la terre et des documents, un regard qui parlait d'un avenir où l'appartenance ne serait plus une question de couleur, mais de caractère. 6 mois après cette réunion historique à l'hôtel de ville, Riverbrook avait été transformée. La Fondation Freeman, créée avec des fonds récupérés suite à des injustices historiques, finançait déjà des bourses pour les jeunes défavorisés et des projets d'amélioration communautaire. Au centre de cette transformation se trouvait Amara, non pas en tant que figure vengeresse, mais en tant que visionnaire qui voyait au-delà de la douleur. L'ancien magasin d'Harold Pierce abritait désormais la première bibliothèque publique de Riverbrook. Ironiquement, un endroit où des histoires oubliées pouvaient enfin être racontées. Harold lui-même avait quitté la ville quelques semaines après la révélation, vendant ses propriétés pour une fraction de leur valeur, et partant sans dire au revoir. La rumeur disait qu'il travaillait comme commis dans une ville voisine. Sa fierté avait diminué comme son compte en banque. « Tu aurais pu le détruire complètement », avait remarqué Alexandre un après-midi d'automne, alors qu'il se promenait dans les jardins de son domaine, aujourd'hui partiellement transformé en centre culturel. La plupart des gens auraient exigé jusqu'au dernier centime. Amara avait souri en regardant les enfants jouer sur les pelouses, qui étaient autrefois le territoire exclusif de l'élite. La vengeance m'aurait donné satisfaction pendant une journée. Cela, avait-elle dit en désignant l'espace qui les entourait, nous donnerait satisfaction pendant des générations. La nouvelle de l'affaire Freeman Aeris s'était répandue au-delà de Riverbrook, attirant journalistes et historiens intéressés par la documentation de cas similaires d'injustices foncières historiques. Amara avait reçu des invitations à prendre la parole dans des universités, partageant non seulement son histoire personnelle, mais aussi la méthodologie juridique qu'elle avait utilisée pour établir la vérité. Lors d'un dîner de célébration dans le hall principal du manoir Maxwell, désormais officiellement nommé Freeman Maxwell House après le mariage discret de ses propriétaires, le juge Thornton avait levé son verre dans un toast inattendu. À la femme qui nous a appris que la justice n'était pas seulement un concept juridique, mais une pratique quotidienne, avait-il déclaré, la voix brisée par une émotion sincère. Quand Amara était arrivée dans notre ville, nous pensions savoir exactement qui elle était, en nous basant uniquement sur son apparence. Quelles leçons humiliantes et nécessaires nous avions apprises. À ses côtés, Martha Webb, désormais directrice de la nouvelle école communautaire, avait hoché vigoureusement la tête. Et dire que tout avait commencé par un cruel rejet à la gare. Alexander avait pris la main d'Amara dans la sienne. La meilleure décision qu'Harold Pierce ait jamais prise a été de te rejeter, avait-il murmuré avec un sourire. Même si je doute qu'il soit d'accord. Sur l'ancienne place centrale, où autrefois seules les familles traditionnelles étaient célébrées, un nouveau monument avait été érigé. Non pas une grande statue, mais une simple plaque de bronze racontant l'histoire de Joseph Freeman et comment sa terre injustement prise était finalement revenue à sa vocation, servir toute la communauté. Alors que la nuit tombait sur Riverbrook, Amara regardait les lumières de la ville depuis son nouveau porche. Elle était arrivée comme une étrangère rejetée, une femme noire jugée inapte à s'intégrer. Désormais, elle était non seulement acceptée, mais respectée. Non pas parce qu'elle cédait aux attentes des autres, mais parce qu'elle était restée ferme dans ses principes. Quand Alexander l'avait rejointe avec 2 tasses de thé, Amara avait réfléchi au voyage qui les avait menés là. « Tu sais ce qui est ironique ?» avait-elle dit. Harold m'avait rejeté parce qu'il ne pouvait pas imaginer partager sa vie avec quelqu'un qui ne correspondait pas à sa vision du monde étroite. Au final,
c'est exactement cela qui l'avait détruit. Alors que tu avais prospéré grâce à ce qu'il méprisait, ta force, ton histoire, ta vérité, avait ajouté Alexander. La leçon que Riverbrook avait apprise, et qui allait résonner pendant des générations, était simple mais profonde. Lorsque nous jugions quelqu'un sur la base de caractéristiques superficielles, non seulement nous nions son humanité, mais nous nous aveuglions aussi à la valeur extraordinaire qu'il pouvait apporter à nos vies. Et tandis qu'Amara Wilson Maxwell regardait la lune se lever sur la ville qu'il avait autrefois rejetée, elle savait que la véritable vengeance n'avait jamais consisté à punir Harold Pierce. Il s'agissait de construire quelque chose de si beau, de si juste et de si durable que son rejet ne deviendrait rien de plus qu'une note de bas de page dans l'histoire beaucoup plus vaste qui était en train de s'écrire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.